Salut à tous, salut Théo. Salut Baptiste. Alors aujourd'hui on va parler de Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch, qui est un film qui a eu comme le Lion d'Or à Venise l'an dernier. Et c'est un film qui est composé de 3 segments, de 3 moyens métrages, qui vont explorer en gros les relations entre des parents qui reçoivent leurs enfants, qui voient une fois par an, dans les 2 premiers cas en tout cas, dans les 2 premiers segments, et donc les relations entre générations, entre parents et enfants. La dernière est un petit peu différente de ce point de vue-là. Là, c'est un frère et une sœur qui sont ensemble. Voilà, là je dresse à très grands traits l'intrigue du film, mais l'intrigue est quand même assez minimale. Mais en tout cas, on a un jeu de correspondance qu'il y a dans les 3 films qui fait que ça fait une unité de film, et c'est pas juste 3 moyens métrages mis bout à bout. Mais d'ailleurs, on va reparler de ça. Mais globalement, toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Théo ? Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, avec une appréciation différente pour les 3 parties. Ouais. Et notamment, pour le coup, moi je trouve que le film est de moins en moins bien, même si la 3e partie, faut la garder, hein, elle est très bien. Mais en fait, moi c'est surtout, j'ai adoré la première partie et beaucoup aimé la 2e, quoi. Et notamment, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toute la mise en scène de la gêne. Je pense, il y a pas mal d'éléments. Je pense que un peu tout le monde peut expérimenter, soit dans sa propre famille, soit dans son propre environnement. Et là, je trouve que c'est quand même particulièrement bien écrit, bien joué et bien mis en scène. Et parce que en plus, mine de rien, c'est quand même pas évident de vraiment bien mettre en scène de la gêne, quoi. Et je trouve que là, il a des bonnes idées pour faire ça. Outre le fait que voilà, il y a des blancs entre les phrases des uns et des autres, qu'il y a des regards un peu gênés et tout. Moi, notamment dans la première partie, donc dans la maison de Tom Waits, donc qui joue le père de 2 enfants, dont le fils est joué par Adam Driver et la fille par une actrice que je connaissais pas avant ce film. La façon de filmer l'appartement de Tom Waits est assez singulière. En tout cas, moi, ça m'a fait un effet un peu particulier. On dirait qu'il a envie qu'on ne sache pas trop se repérer dans l'espace. C'est-à-dire que on comprend bien plan après plan, enfin on pourrait être capable de composer une image un peu mentale de l'endroit dans lequel vit Tom Waits. Mais concrètement à l'écran, on a quand même l'impression parfois de passer d'une pièce à l'autre alors qu'on est dans le même endroit. Il y a ça aussi dans la 2e partie, un peu chez Charlotte Rampling, mais moins. Et plus du tout dans la 3e partie qui est, contrairement aux 2 premières, elle n'est plus en huis clos. Enfin, les 2 premières parties, c'est pas vraiment des huis clos, mais c'est même quand ils sont pas en huis clos, en fait, ils sont dans une voiture, donc bon, c'est aussi... Oui, si, c'est vrai, c'est des huis clos, ouais. Plutôt des huis clos, ouais. Alors que la 3e partie, ils sont dans des espaces publics. Ils sillonnent la capitale, voilà. Paris. Voilà, c'est ça. Et... donc voilà, moi je trouve que pour cette mise en scène de la gêne, au-delà des dialogues que moi j'ai trouvé plutôt bien écrits, bien interprétés, où je me suis plutôt bien marré, je trouve qu'il y a des bonnes idées visuelles et il y a aussi des bonnes idées thématiques. Et je trouve que notamment ce qui est bien, c'est qu'il a mêlé cette idée un peu de la gêne des retrouvailles familiales une fois par an, voire moins, parce qu'il me semble que notamment la première partie, ils disent qu'ils n'ont pas vu leur père depuis l'enterrement de leur mère. En fait, je suis pas sûr qu'ils aient un rituel de famille pour le coup dans la première partie. Je me souviens plus très bien, mais après on comprend que pour le coup Adam Driver est assez régulièrement en contact avec son père au téléphone. Mais voilà, moi une idée que j'ai trouvée bien aussi thématiquement, c'est d'ajouter à la gêne des retrouvailles familiales l'idée un peu aussi que d'une certaine manière ils se méprisent pas 100% entre eux, mais chacun a un peu une dose de mépris les uns pour les autres, quoi, parce que ils sont devenus assez différents et tout. Et notamment moi dans la première partie, je trouve qu'il y a une correspondance qui est sympa en fait dans le rapport à la superstition de chacun. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a Tom Waits qui fait, donc le père, qui fait une allusion à l'astrologie, en fait, au signe astrologique de la mère décédée de ses enfants. Et là, c'est Adam Driver qui a l'air d'être un peu circonspect, quoi, pas trop là-dedans, on va dire bon oui, l'astrologie c'est une superstition. Mais pendant cette partie-là aussi, 2 fois Adam Driver va faire une remarque en disant vous êtes sûr qu'on a le droit de trinquer avec de l'eau, vous êtes sûr qu'on a le droit de trinquer avec du thé. Donc en fait chacun a un peu ses superstitions, quoi. Et dans tout ce segment j'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Tom Waits, il peut être vu sous certains aspects un peu comme un loser par ses enfants qui d'une certaine manière viendraient un peu, enfin pas le secourir, mais lui filent de la thune, lui donnent de la bouffe et tout.
Et en fait, tu te rends compte que Tom Waits, d'une certaine manière, a trouvé un équilibre de vie qui lui convient très bien, et ses enfants n'en sont pas moins des losers non plus. Enfin, en fait, chacun un peu... Oui. C'est pas du mépris, tout le monde est très bienveillant, en l'occurrence, le film est assez chaleureux de ce point de vue-là. La deuxième partie, pour le coup, tu sens beaucoup plus la dose de mépris, notamment chez Charlotte Rampling, qui elle est une figure de haute bourgeoisie, avec 2 enfants qui réussissent plus ou moins bien, quoi. Donc selon ses critères à elle, donc tu sens un mépris beaucoup plus direct, quoi. Mais dans la première partie, moi c'est notamment pour ça que vraiment c'est ma préférée, quoi. Je trouve que c'est particulièrement bien manié cette idée qu'en fait on peut aussi se juger tous un peu les uns les autres et que ça participe de la gêne des retrouvailles, quoi. Donc voilà, moi en fait pour toutes ces raisons, d'ailleurs je me rends compte, j'ai à peine parlé de la troisième partie là. C'est vraiment, moi je trouve c'est la première partie est de loin la plus riche, la deuxième est très riche aussi, et cette richesse pour moi vient notamment de cette mise en scène de la gêne que j'ai trouvé particulièrement bien faite, quoi. Ouais, moi globalement ce que j'ai aimé dans le film, c'est cette manière de brasser effectivement des gens ensemble qui a priori n'ont pas grand chose à faire ensemble parce que, comme tu dis, ils se sont éloignés les uns des autres, que ce soit entre frères et sœurs ou entre fils ou rejetons et parents, et on les met dans une pièce et on étire le temps et on voit ce qui se passe, et donc ça donne la gêne que tu dis, pas vraiment de franche discorde. Il y a quelques pics de discorde à certains moments, mais globalement chacun essaie de faire de son mieux pour rendre ce moment sinon agréable, du moins passable. Et c'est ce qui, donc ces moments se déroulent, et sur le coup, pour le spectateur en tout cas que j'ai été, il y avait moi aussi du malaise, parfois un peu d'ennui parce que le film est quand même assez lent et il travaille, je pense, cet ennui parce que c'est aussi ce que ressentent les personnages. Mais vers la fin de chaque partie et ensuite à la fin du film, on ressent quand même une patte se lever, la patte d'une forme de chaleur familiale qui a quand même été conservée. Les liens ont été conservés, mine de rien, à travers ces rituels pour se retrouver, ou rituels, en tout cas dans la deuxième partie, il y a vraiment un rituel, tous les ans ils se voient. Et on se dit, vu comment ça se passe, comme elle s'ennuie, pourquoi elle se retrouve? Mais parce qu'en fait, ils surnagent l'impression que les personnages savent qu'ils ont pris des destinées différentes et sont très différents les uns des autres, mais éprouvent quand même le besoin de maintenir... c'est pas un semblant d'unité familiale, c'est quand même une forme d'unité quand même, où on est d'accord de pas être d'accord. Et je trouve que l'idée est assez belle et elle est bien exprimée à travers la mise en scène du film. Et donc voilà, le film est tiraillé entre la froideur et la chaleur. Il est assez mélancolique aussi, et donc ce sont des affects qui au cinéma sont parfois travaillés, notamment la mélancolie, mais là j'ai trouvé quand même qu'effectivement l'équilibre et la tension qu'il exprime entre la froideur et la chaleur ont gardé mon intérêt tout au long du film. Ouais, ça aussi je trouve que effectivement c'est une ambivalence qui est assez intéressante, qui est source de beaucoup de richesse dans le film. C'est le ton général du film est quand même assez doux. Ouais. Pas joyeux, mais non, c'est pas un film gay, ça on peut dire, c'est pas non plus riant. C'est un peu drôle par moments, oui. Il y a quelques gags ou blagues un peu qui font mouche, mais dans l'ensemble c'est pas un film morose, c'est pas un film déprimant. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Peut-être aussi parce que la troisième partie, moi, c'est la raison pour laquelle je l'aime moins. Elle est plus univoque dans un sens vraiment de la concorde, entre le frère et la sœur, quoi. En plus, ils sont jumeaux, donc il y a une espèce de symbiose entre eux. Et puis, on spoil ou pas? Oui, vas-y. Oui. Le décès de leurs parents est déjà géré, en fait, dans le film. Oui, c'est même pas un spoiler, oui, parce que ça fait partie du... Oui, c'est dès le début. Et en fait, justement, je trouve que ce qui est assez fort, c'est que le ton général du film... Oui, donc je disais peut-être que j'ai ce sentiment-là aussi, parce que donc, le film termine sur la partie qui est la plus chatoyante, on va dire. Quoi. La plus solaire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc peut-être qu'on ressort de la salle avec ce sentiment-là. Mais j'ai quand même eu l'impression, moi, dans les 2 premières parties, d'un film qui arrivait à être doux, avec des personnages qui pourtant l'étaient pas forcément, quoi. Et notamment dans... effectivement, comme tu dis, il y a le maintien d'une forme de lien familial ou d'une tradition familiale, etc.
moi ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi dans les deux premières parties, c'est le sentiment des parents vis-à-vis de leurs enfants. Parce que des enfants qui se sentent un peu obligés d'aller voir leurs parents à des réunions familiales ou par devoir familial, etc. Enfin, je pense que ça a déjà été beaucoup représenté. En tout cas, c'est presque, c'est un cliché à la fois, cinématographique, mais aussi de vie, quoi. Et là, c'est un peu, ça va un peu plus loin que ça, je trouve. Et moi, j'ai moins vu ça dans ma vie et dans ma vie de cinéphile. Tu sens que les parents aussi, donc Tom Waits dans la première partie, Charlotte Rampling dans la deuxième, ils sont un peu comme leurs enfants. C'est pas que ça les fait chier de les voir, mais c'est que en fait, eux aussi, ils ont refait leur vie. Maintenant, leurs enfants sont grands, donc en fait, ils ont leur équilibre, ils ont un boulot, ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Et les parents, ils ont refait leur vie aussi, quoi. Moi, j'adore le moment où, à la fin de la première partie, les enfants de Tom Waits sont partis. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se sape un peu presque en tenue de gala pour aller sortir parce que son fils vient de lui filer un peu de cash et tout, et du coup il appelle une copine en disant vas-y on se retrouve au resto, et il s'est fait beau, quoi. Ouais. Et dans la deuxième partie, ça commence avec Charlotte Rampling qui est au téléphone, je crois, avec sa psy ou son psy. Sa psy, ouais. Et qui dit voilà, là il y a mes filles qui viennent, c'est la tradition, on s'est dit qu'on se retrouvait une fois par an, voilà. Mais tu sens que Charlotte Rampling, elle est pas non plus, elle saute pas au plafond à l'idée de voir ses filles, quoi. Oui, tu veux dire, ça subvertit un peu le cliché comme quoi les enfants rendent service aux parents en venant les visiter parce qu'ils sont seuls. Oui, c'est ça. Mais en fait, non, les parents, t'inquiète, ils ont leur propre vie et ils attendent pas d'avoir leurs enfants pour avoir leur propre vie, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, la froideur va un peu dans les deux sens. Où l'autonomie. La distance et la gêne va dans les deux sens, quoi. Encore une fois, vraiment, je trouve, c'est pour ça que les deux premières parties ont beaucoup plus d'ambivalence, sont beaucoup plus équivoques. Il y a beaucoup plus de choses, je trouve, à capter que dans la troisième. Après, encore une fois, je parlais tout à l'heure du fait que la troisième partie clôture peut-être le film sur une note plus positive. On peut pas non plus traiter le film comme si c'était 3 moyens-métrages collés les uns aux autres. Cette structure, elle a une utilité, une fonction. Enfin, c'est un film de 2 heures et il se tient très très bien comme ça. Là, on est un peu obligé de parler du film en hachant un peu partie par partie. Ouais. Mais et clairement, un des éléments de liant entre les parties, c'est des récurrences très factuelles et objectives de certains faits. Par exemple, il y a le fait de trinquer qui revient dans les 3 parties. Il y a une expression un peu mystérieuse, Bob's your uncle, Bob est ton oncle, qui d'ailleurs dans la partie de Rampling vient avec sa version un peu plus bourgeoise. Elle dit pas Bob, là elle dit Robert, il me semble. Oui, c'est vrai. Oui. Et voilà, cette expression un peu mystérieuse qui a l'air de vouloir dire et ainsi de suite, ou vous m'avez compris, ou... Non, ça veut dire... en français, il y a une expression qui s'appelle comme ça, que ma mère dit en fait de temps en temps, et à chaque fois on rigole parce que c'est un peu... et le roi n'était pas mon cousin. Ça veut dire en gros... il était mon frère, le roi, parce que j'étais vraiment très heureuse à ce moment-là. Okay. C'est vraiment perché, et je pense que c'est pareil en anglais, mais c'est Bob's your uncle, je sais pas, Bob, qui sait, ça doit être quelqu'un d'influent ou de puissant, je sais pas. Mais... Ah ouais, d'accord. Okay. Ouais, non, c'est vraiment. Je pensais que c'était vraiment une expression créée pour le film, notamment parce que dans la première partie, il y a. Peut-être qu'il l'a créée, mais en tout cas, je pense que dans le film, elle veut dire ça. Ouais, ok, d'accord. Parce que notamment dans la première partie, quand il y a du coup Tom Waits qui dit ça, il y a Adam Driver qui dit. Attends, c'est pas Pete, notre oncle? Il comprend juste pas. Il a pas compris que c'était une expression. Oui. Et voilà. Et autre récurrence aussi dans les 3 parties. Il y a un moment où un des personnages, une des personnages en l'occurrence, il me semble, à chaque fois c'est une femme, va contempler des skaters en fait qui vont être filmés au ralenti. Bon, ça pour le coup, moi c'est vraiment pas des moments que j'aime beaucoup. Ça fait très pub. Oui, un peu clipesque. Ouais, c'est ça. Et... il y a une esthétique chez Jarmusch parfois qui confine un peu à la pub. Ouais, et là, dans ces moments-là, en plus, vraiment, je saurais pas techniquement dire ce qu'il en retourne, mais même techniquement, dans la facture de l'image, dans la vitesse du ralenti, vraiment, j'ai l'impression de revoir une pub, mais de pubs que j'ai déjà vues, quoi. C'est même pas, je trouve que ça fait pub, on dirait vraiment qu'il a calqué une méthode de mise en scène de publicité sur ces moments de film qui sont censés évoquer, à chaque fois, donc c'est des personnages qui sont un peu contemplatifs, qui ont une espèce d'appel à la liberté, semble-t-il, en regardant. Un décrochage par rapport au cours de ta vie, un décrochage positif et de contemplation, effectivement, et de poésie.
Enfin voilà, donc en gros, c'était juste pour terminer sur le fait qu'on ne peut pas traiter chaque partie indépendamment, et notamment, enfin voilà, il y a ces récurrences un peu, très objectives dans les 3 parties qui sont là pour nous rappeler qu'en fait, tout est lié thématiquement, quoi, évidemment. Oui, tu parlais de On trinque, par exemple, la correspondance qu'il y a de mise en scène, c'est que, en fait, à chaque fois que les personnages vont trinquer, on filme du dessus, et donc on voit à ce moment-là le récipient, les bords des récipients, et puis le contenu, enfin le contenant et le contenu, en fait, on le voit bien depuis le haut, et donc c'est un peu une métaphore des êtres qui sont un peu distants et différents, mais qui se rencontrent à ce point de leur existence, qui agréent de se rencontrer et dont les êtres s'entrechoquent pour quelques instants, quelques heures, etc. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il a choisi de filmer depuis le haut, comme ça. Il n'en reste pas moins que c'est un procédé qu'il utilise de manière assez insistante et répétée, donc on comprend assez vite où il va en venir. C'est pas forcément ce que j'ai préféré dans le film, mais c'est vrai que ça donne du lien au film. D'une manière générale, on trinque avec tout sauf de l'alcool. Ce sont des réunions où il y a de l'eau, du thé ou du café. Mais en tout cas, voilà, les breuvages sont là pour lier effectivement les gens. Bon, c'est pas forcément une idée hyper originale, on va dire, hein, mais en tout cas, dans sa mise en scène, il souligne, il en fait des métaphores, voilà, de la collision entre malaisée, malaisante, mais en même temps effective, opérante, de ces membres de la famille. Voilà, il y a l'expression dont tu parlais. Globalement, les 2 premières parties se ressemblent effectivement dans ce que c'est un parent qui reçoit ses deux enfants, avec qui il entretient des rapports différenciés d'ailleurs et plus ou moins proches, mais globalement, la 3e partie, elle, pour moi, elle est là pour donner une progression et pas juste faire une répétition. Donc là, il y a une progression. Les parents, désormais, la génération du dessus n'est plus là. Et les enfants, entre eux, il y a la chaleur de frères et sœurs. En plus, ils sont jumeaux. Et eux qui arrivent à vivre malgré l'absence. Visiblement, une famille très unie, mais excentrique. Et donc dont les enfants arrivent à recréer l'esprit de fantaisie des parents, mais sans eux. Je pense aussi qu'il y a ce besoin de faire quelque chose de moins discordant, parce que c'est très violent en soi ce qui arrive aux personnages, qui est que leurs parents sont morts, et donc il y a quand même des instants assez poignants dans cette dernière partie où ils vident l'appartement, enfin ils évoluent dans l'appartement vidé de leurs parents, et donc il y a des moments où forcément le manque est là, et donc on va dire là, cette partie-là trouve voilà, sa dissonance à ce moment-là, on va dire, par rapport aux 2 autres parties. Mais c'est vrai que sinon, la 3e partie est un petit peu plus stylisée, avec deux personnages, elle comme lui, sont très beaux. Ils sont nés à New York mais ils vivent à Paris. Ils ont une voiture d'enfer un peu des années 80, un peu stylée. Lui, en plus, il passe faire ses courses de champignons hallucinogènes. Ils sont tous les deux assez stylés. Ils sont aussi à l'unisson quand il faut parler de l'expression dont tu parlais, la Bob's Your Uncle, ils le disent à l'unisson. Donc là, voilà, on a l'harmonie qui advient dans cette 3e partie. Et voilà, cette harmonie qui visiblement, Jarmusch, en fin de carrière, en tout cas il est plus proche de la fin de sa carrière que du début, a besoin visiblement de signifier à l'écran cette harmonie par rapport à ce qu'il a mis à l'écran en début de métrage. Oui, ce que je me suis dit aussi un peu effectivement en pensant à Jim Jarmusch et son âge probable, parce que je ne sais pas trop quel âge il a, mais notamment il me semble... Tu vois, je me suis dit physiquement, il me semble qu'il ressemble un peu au personnage de Tom Waits dans la première partie. Enfin, je crois qu'il a un physique un peu longiligne. Oui, mais par contre, les cheveux, ils sont plus raides et plus carrés, quoi, tu vois. Il a les cheveux blancs. Mais effectivement, je me suis dit qu'une part de la douceur du film venait peut-être donc de ce réalisateur d'un certain âge, en fait, encore une fois, qui voit la génération d'après, qui a réussi à se débrouiller dans la vie. Et donc, d'une certaine manière, les parents peuvent partir tranquilles, quoi. La suite, la relève est assurée. Je pense que c'est une des clés de la douceur que j'ai ressentie dans le film, et c'est vrai que la 3e partie, elle va complètement dans ce sens-là, quoi. Là, littéralement, les parents ne sont plus là. D'ailleurs, tous les parents dans le film sont soit morts, soit veufs.
Parce que dans les deux premières parties, on a quand même à chaque fois un des deux parents qui n'est déjà plus là, quoi. Alors dans la deuxième partie, je sais pas si on sait s'il n'est juste pas On là ne sait pas, il n'y a pas de référence décédé. au père. Ouais, il n'y a aucune référence au père, ouais. Ouais. Enfin bon, voilà. Voilà, on va pouvoir s'arrêter là-dessus et on vous souhaite de bons visionnages et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Salut!